Au sommaire de ce journal, la visite symbolique de Jacques Chirac à Vaux-en-Velin, le cessez-le-feu en Bosnie qui tient pour l'instant vaille que vaille, ou encore la bataille d'amendements menée par la majorité sur le projet de budget 96. Madame, Monsieur, bonsoir. Jacques Chirac en visite à Lyon pour rencontrer les participants au 32e Olympiade des métiers a fait un détour hautement symbolique par Vaux-en-Velin, la cité dont était originaire Khaled Kelkal. Le président s'est entretenu avec les élus locaux, mais surtout des responsables de communautés religieuses. Reportage Didier Guyot, Olivier Jacquelin. C'est dans un hôtel simple et anonyme, situé en bord de National, à quelques 500 mètres de la cité où vivait Khaled Kelkal, que Jacques Chirac a rencontré ses interlocuteurs. Une visite symbole pour un président qui voulait écouter d'un peu plus près la souffrance des banlieues. Autour de la table, le grand moufti de la mosquée de Lyon, des élus, des professeurs, des éducateurs. Une rencontre qu'il juge positive. C'est plutôt réconfortant de se dire que la plus haute autorité de l'État a le souci de travailler, qu'elle n'a pas une vérité comme ça à énoncer à tout moment, mais que la vérité surgit de la rencontre, de la confrontation avec des gens qui n'ont pas forcément a priori vos opinions. De grandement positif pour que le président de la République soit venu à Vaux-en-Velin, c'est perçu du moins pour moi comme tel. Au lendemain de la mort de Khaled Kelkal, Vaux-en-Velin, mais aussi d'autres villes de la banlieue lyonnaise, avaient connu des incidents violents. Par cette brève visite, Jacques Chirac a voulu montrer qu'il ne se désintéressait nullement des fractures sociales et ethniques qui rongent les cités. Mais la jeunesse de ces banlieues reste sceptique, elle veut des actes et non uniquement des discours. Chirac, il n'est pas venu voir dans le quartier si les constructions sont faites, si on va bien, s'il y a du boulot, s'il y a quelque chose. Chirac, on n'en entend pas, c'est juste des trucs entre eux, entre politiciens. C'est une visite éclair, comme on dit. Les discours, à force, je veux dire, on en entend à la télé, on en entend un peu à gauche à droite, mais on va croire que ça sert à rien tout ça. Voilà. On a de quoi en faire des archives de ces discours. Tous les interlocuteurs du président de la République l'ont affirmé haut et fort, régler les problèmes de la banlieue est un immense chantier. Alors ce soir, ils espèrent que Jacques Chirac les a entendus. En Bosnie, le cessez-le-feu, en principe en vigueur depuis minuit, tient tant bien que mal. Chaque camp s'accuse mutuellement d'avoir provoqué des bavures, alors que l'on est passé tout près d'un nouveau drame à Sarajevo. Gilles Rabine. Pour la première fois, la sirène ne marque pas le début d'une alerte générale, mais le début d'une trêve que les gens de Sarajevo voudraient croire différente des précédents cessez-le-feu. Sur plusieurs lignes de front pourtant, les combats continuent. Les combats, ou plutôt les destructions gratuites et militairement inutiles. À Sanski-Most, par exemple, les serfs tirent sur la ville, pas sur les lignes de front toutes proches. À la fin de la première journée de trêve, presque aucune des conditions du cessez-le-feu n'était complètement remplie. Combats sporadiques, obus ou missiles sur des habitations à Sarajevo et ailleurs. Route de Goražde minée par les Serbes. Il reste 2 mois à partir d'aujourd'hui pour trouver une paix acceptable en Bosnie. Un vrai compte à rebours, alors que la plupart des villes, des villages, des routes et des rues restent coupées en deux. Les dirigeants du Front islamique du salut en exil dénoncent la prochaine rencontre entre Jacques Chirac et son homologue algérien, le général Zeroual, et menacent la France de représailles. Le FLN et le Front des forces socialistes, l'un des principaux partis d'opposition, critiquent également vivement cette rencontre prévue à New York le 22 octobre. Le car ferry Liberté a accosté à la mi-journée à Alger. Cette traversée était menée à titre expérimental avant une éventuelle reprise des liaisons régulières entre Marseille et Alger. Ces liaisons sont suspendues, je vous le rappelle, depuis 10 mois maintenant, depuis le détournement de l'Airbus d'Air France par un commando du GIA. Olivier Lerner. Une traversée de l'autre côté de la Méditerranée, pas tout à fait comme les autres. Cette remise à flot du car ferry Le Liberté sur la ligne Marseille-Alger n'est pas passée inaperçue. La centaine de passagers était encadrée par des policiers français à l'intérieur du navire. Sur les quais du port d'Alger, les forces de sécurité surveillaient de près le débarquement. Je crois que c'est un excellent symbole de voir qu'aujourd'hui, cette liaison peut reprendre et j'espère qu'elle pourra continuer de manière régulière. Le port d'Alger, transformé en quartier de haute sécurité, c'est désormais la condition impérative pour que le trafic entre la France et l'Algérie puisse être rétabli ces prochaines semaines. Tout d'abord, ça a commencé par les contrôles à Marseille. Les conditions de sécurité étaient tout à fait celles que l'on pouvait attendre et je pense à un bon niveau. Et nous arrivons maintenant à Alger où nous voyons que le dispositif mis en place est tout à fait conforme à ce, me semble-t-il, à ce que nous attendions. L'équipage était composé de 94 officiers et marins, tous volontaires. On n'est pas des mercenaires, nous sommes des marins avant tout, pères de famille responsables. Et nous sommes venus de nous-mêmes.
Mais ce voyage n'est pas passé inaperçu non plus aux yeux du Front islamique du salut. Dans un bulletin publié à Bonn, les islamistes le condamnent. Ils y voient là un geste politique majeur, au même titre que la rencontre Chirac-Zerwal prévue prochainement à New York. Conséquence plutôt inattendue des difficultés financières de la Russie. Les deux cosmonautes russes et le spationaute allemand qui tournent actuellement autour de la Terre à bord de la station orbitale Mir pourraient bien rester en orbite 44 jours de plus que prévu. En effet, la production de la nouvelle fusée qui doit transporter l'équipage de relève a été interrompue faute de financement. Il manque dans les caisses de l'usine Progress environ 165 millions de francs. Victimes d'une grève sauvage déclenchée par des agents de la SNCF, environ 300 usagers de la ligne D du RER ont occupé aujourd'hui les voies en gare de Brunoy, avant de se faire déloger par les forces de l'ordre. Les cheminots entendaient protester contre l'annulation par la direction de la SNCF du protocole d'accord sur l'exploitation de cette fameuse ligne D. Reportage Vincent Guyenne, Éric Mézy. C'est un arrêt de travail des agents de conduite. La circulation des trains est interrompue jusqu'à nouvel avis. Pas de train. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cela fait 3 semaines que la ligne D du RER est perturbée. Alors les habitants de Brunoy qui travaillent à Paris ont décidé d'envahir les voies de leur petite gare. Le responsable local essaie bien de calmer le jeu. En vain. Hier soir, j'ai mis 2 heures pour remonter. Hier soir, j'ai mis 2 heures pour rentrer. Les trains ont été annoncés 10 minutes à l'avance. On était je sais pas combien de centaines de personnes sur les quais à se bousculer quand les trains arrivaient. C'était pas possible. On propose aux usagers un service de car, mais... On met combien de temps demain en prenant les cars? Si on prend un train, c'est parce que justement on va vite à Paris. Il y a droit au train TGV, il y a droit au train de marchandises, mais pour que les salariés puissent aller à leur boulot, il n'y a rien. On est sur les rails pour manifester contre la SNCF, pas contre les grévistes. Mais ces usagers mécontents en ont fait d'autres. Les passagers des trains Grande Ligne Paris-Sud-Est bloqués depuis ce matin. Troisième sommation et dernière sommation. À 16h, ceux qui devaient arriver arrivent. Les CRS ont invité calmement, mais néanmoins fermement, les manifestants à se retirer. Ce soir, tout est entré dans l'ordre, la grève des cheminots vient de se terminer et la circulation du RERD, comme celle des trains Grande Ligne, a été rétablie. Au Sables-d'Olonne, en Vendée, le procureur a ouvert une information judiciaire pour violence volontaire avec armes, et cela après l'incident qui a opposé hier dans le golfe de Gascogne le chalutier français Crazy Horse à un palangrier espagnol. 2 marins espagnols ont été sérieusement blessés. Le patron du chalutier français a été placé sous mandat de dépôt alors que chacun se renvoie la responsabilité de ce grave incident. Sous l'effet du relèvement de 18,6 à 20,6% du taux de la TVA intervenu le 1er août, les prix à la consommation en France ont augmenté en septembre de 0,4%, soit un glissement de 2 ou 2,1% sur 12 mois, selon l'estimation provisoire des experts de l'INSEE. Ces mêmes experts ont révisé à la baisse leurs prévisions de croissance pour la hausse du PIB, le produit intérieur brut, qui devrait tomber de 4% à la fin de l'année dernière, en 1994, à 2,5% seulement à la fin de cette année. Dans cette conjoncture morose, l'heure est plus que jamais aux économies budgétaires. Les députés de la majorité appartenant à la commission des finances ont apporté d'importants changements au projet de budget défendu par le gouvernement, et cela sous le regard narquois de la gauche. Sur ce bras de fer, commentaire Roland Sicard. Il s'en passe des choses le soir à l'Assemblée nationale. Prenez la nuit dernière une réunion marathon dans l'ambiance feutrée de la commission des finances, le budget du gouvernement revu et corrigé, 4 milliards d'économies proposées, et ce matin, le président de la commission, ancien ministre d'Édouard Balladur, qui enfonce le clou, le gouvernement serait trop dépensier. Je suis de ceux qui pensent que les 2500 milliards d'argent public peuvent être en France mieux gérés, et ainsi faire des économies à la fois pour laisser plus de marge de liberté aux Français, et ensuite pour trouver des solutions au problème dramatique de l'emploi.
Dans le détail, ce sont des passages entiers qui seraient rayés d'un trait de plume. Coopération civile, culture, grands travaux, recherche, défense, tous ces secteurs seraient touchés. À la Grande Bibliothèque, par exemple, ce sont 650 emplois qui seraient mis en cause, directement ou indirectement. L'opposition crie casse-cou et dénonce une reprise de la guerre entre chiraciens et baladuriens. La majorité s'en va dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un groupe majoritaire, il y a différents groupes avec différentes sensibilités, dont un groupe qui est contre l'État, contre la fonction publique, et qui mène une œuvre de destruction. Conclusion, entre une partie de sa majorité qui veut plus d'économie et l'opposition qui dénonce les coupes claires, la marge de manœuvre du gouvernement est étroite. Il faudra pourtant trouver un compromis, voilà qui promet d'autres discussions et d'autres affrontements tard le soir à l'Assemblée. Dans ce contexte de guéguerre parlementaire entre la majorité et le gouvernement, c'est un homme particulièrement en situation qui sera tout à l'heure l'hôte de Jean-Luc Manot et d'Alain Duhamel pour invité spécial Alain Madelin, ancien ministre de l'économie, tout à l'heure à 20h20. À Nancy, le procureur a requis 12 ans d'emprisonnement contre Leïla, cette jeune fille de 14 ans jugée à huis clos pour le meurtre de sa camarade de classe Sabrina. Le jugement en délibéré sera rendu le 25 octobre. C'est hélas une certitude statistique chez la femme, c'est le cancer du sein qui est le plus fréquent. Pour tenter d'empêcher les récidives, les médecins anglais vont tester sur une très longue durée et chez 20 000 femmes déjà touchées par ce cancer, un médicament pourtant très controversé. Précision avec Jean-Daniel Flézaquier. Chercher la petite masse, l'anomalie qui vont signer la présence d'une tumeur. Les médecins et les femmes savent que rien ne doit être négligé face au cancer du sein. Dès que le diagnostic est fait, dès que les examens sont terminés, dès que l'opération a enlevé la tumeur, un certain nombre de femmes reçoivent aujourd'hui un médicament que l'on appelle le tamoxifène, un traitement pris pendant 2 ans et dont le but est d'empêcher les récidives. Ce médicament a sans doute sauvé la vie de milliers de femmes, mais la question qui se pose, c'est de savoir si on peut le donner plus longtemps, 5 ans par exemple. Car le paradoxe, c'est que le tamoxifène peut à son tour provoquer certains cancers. Depuis qu'on utilise le tamoxifène, on se pose des questions sur les risques de cancer, notamment de cancer de l'utérus. Avec cette étude, on devrait savoir si ce risque existe et quelle est son importance. L'étude qui commence en Angleterre va concerner 20 000 femmes volontaires. Elle va durer 9 ans. Pendant ce temps, 200 000 nouveaux cas de cancer du sein seront apparus en France. Le salon Equipoto s'ouvre demain à l'occasion de mettre l'accent sur les contrefaçons qui pullulent dans le secteur de la pièce détachée. Des contrefaçons qui font perdre chaque année environ 1,5 milliard de francs aux 2 constructeurs français, PSA et Renault. Une fraude qui concerne tous les automobilistes car vous pouvez très bien être traîné en justice pour recel et surtout être jugé responsable en cas d'accident. Reportage Luc Bazizin, Éric Mangani. On connaissait cette contrefaçon-là, à présent il y a celle-ci. Pour la pièce détachée automobile, il est beaucoup plus facile de vous tromper. Le client achète souvent sans savoir, car on vous assure l'authenticité par ce genre d'indications sur des tests de qualité et de résistance. Indication fausse. La contrefaçon, un délit qui peut coûter très cher. S'agissant du domaine douanier, la pénalité donc c'est de 1 à 3 fois la valeur de l'objet réel et non pas la valeur de l'objet contrefait. Et une pénalité pouvant aller, si le procureur la demande, jusqu'à 3 ans de prison. Une punition cumulable avec les sanctions pénales qui, elles, peuvent aller jusqu'à 1 million de francs d'amende et 2 ans de prison. Régulièrement, les douaniers effectuent des contrôles un peu partout sur le territoire. Nous sommes ici proches de la frontière italienne. En février dernier, à quelques kilomètres de là, 16 tonnes de pièces automobiles contrefaites ont été interceptées à bord d'un camion italien. La tactique est simple, ces vraies fausses pièces sont distribuées en France chez certains carrossiers, des garagistes réparateurs ou même des revendeurs par correspondance. Du faux vendu ensuite au prix de l'authentique sans que le client puisse s'en apercevoir. La contrefaçon, un danger pour la sécurité. Le capot de contrefaçon ne se plie pas et donc risque en cas d'accident de décapiter carrément la personne qui conduit. Quant aux plaquettes de frein, leurs performances sont évidemment beaucoup moindres et qu'un véhicule qui s'arrêterait par exemple en 100 mètres avec des plaquettes contrefaites s'arrêterait en 300 voire 400 mètres. Parfois, avoir un bon œil peut servir. Par exemple, ce produit Lookid E5 se transforme en Looking C5. Non, il vaut mieux pas mettre ça dans votre voiture. Quels sont les risques? De ne plus freiner, tout simplement. Avec des pièces a priori aussi banales, les équipementiers estiment perdre plus d'1 milliard de francs par an sur les marchés d'exportation. Un exemple parlant,
le marché du filtre au Nigeria est passé de plus de 20 millions de francs à 0, et cela occasionne des pertes d'emplois. Soit 300 000 emplois perdus en 10 ans. Devant l'UPA, l'Union professionnelle des artisans, Alain Juppé a dévoilé aujourd'hui le volet artisanat du plan en faveur des PME annoncé pour la fin novembre. Parmi les innovations, la création d'un chèque premier employé destiné à supprimer l'angoisse de la paperasserie comme frein à l'embauche. L'occasion de signaler cette innovation en Alsace où les viticulteurs peuvent désormais payer leurs vendangeurs au moyen de chèques emploi, ce qui diminue les tracasseries administratives. Françoise Laborde. En Alsace, les vendanges viennent à peine de commencer. Mais la grande innovation cette année, ce n'est pas la machine à vendanger. Non, la nouveauté, c'est un moyen de paiement différent pour les vendangeurs. Le chèque emploi-service a été mis à la sauce œnologique. Les emplois saisonniers sont désormais payés grâce à ce nouveau moyen, le chèque emploi-service, un système beaucoup plus simple pour l'employeur qui en est fort satisfait. Ce sont des tracasseries administratives à notre idée dont on n'a que faire. Avantage de ce chèque, il n'y a pas de bulletin de salaire à remplir, ce qui signifie moins de paperasserie, moins de formulaires, toujours rébarbatifs pour les employeurs. C'est quand même un travail immense de remplir à la fin des vendanges, pour quand vous employez une dizaine, une quinzaine de personnes, de faire des fiches de paye, de voir si les taux, etc. qu'il faut calculer sont exacts. Une opération pilote réussie en Alsace, les artisans devront attendre 96 pour bénéficier de la formule. Patrick Sabatier et son épouse Isabelle, poursuivis pour complicité d'escroquerie et exercice illégal de la médecine, ont été relaxés aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Paris. Le faux guérisseur, Philippe Gouez, condamné à 5 ans d'emprisonnement, est désormais sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Le PDG de TF1, Patrick Lelay, a annoncé aujourd'hui que la Une allait attaquer Canal+ en justice en raison de sketchs de ses guignols jugés insultants pour la chaîne. Dans notre série On vit une époque formidable, des chercheurs américains ont réussi à reproduire une hormone apparentée à la sueur humaine qui, sans odeur, augmenterait l'attrait sexuel de ses utilisateurs. Selon un sondage Sofres publié par le Pèlerin Magazine, plus d'1 Français sur 2 souffre de solitude, davantage encore chez les femmes. Les animaux aussi supportent parfois mal la solitude. Exemple ce phoque de Douarnenez, très attaché à une petite fille de 11 ans. Mais je préfère laisser à Jacques Deveau et Michel Hiver le soin de vous conter cette belle histoire. Ce sont les images d'une très belle histoire, celle de l'amitié entre un phoque et une petite fille durant tout l'été en Bretagne. L'animal venait régulièrement jouer sur la plage, et plus particulièrement avec Karine. J'y voyais presque tous les jours. Et il me suivait partout. C'était vraiment bien. C'était mon compagnon d'été, c'était mon amoureux d'été. C'était génial. Passé l'été, Karine est retournée chez elle à Douarnenez. Sa maison est près de la plage. Lundi dernier, elle n'en croit pas ses yeux, le phoque est chez elle. Il a remonté le ruisseau qui borde la maison et a retrouvé son ami des vacances. Je crois que c'était un hasard qu'il allait là par hasard pour voir l'endroit, mais dès qu'il m'a vu après, il s'est arrêté là, il n'a pas continué son chemin. Donc je crois que c'est dès qu'il est arrivé, c'était pour moi. Dès que... Toi, tu penses qu'il t'a reconnu, quoi? Ouais, par mon odeur. Et moi, je lui fais confiance, et il me fait confiance, et c'est pour ça que ça marche entre nous aussi. C'est vrai qu'il paraissait quand même relativement apprivoisé, le phoque, mais là, maintenant, c'est vrai que le phoque qui arrive dans le terrain, je pense que c'est le hasard, mais on gardera plutôt une part de rêve là-dedans, quoi. Hein? Au bout de 24 heures, Jonas le phoque est reparti. Pour les scientifiques, les retrouvailles ne sont que le fruit du hasard. Et alors, il reste pour une petite fille de 11 ans une extraordinaire histoire qu'elle n'oubliera jamais. Et chaque jour, elle scrute l'horizon dans l'espoir de voir revenir son ami. Voilà, fin de ce journal. Je vous signale que demain, notre édition de 13h sera diffusée en direct de Lyon, et cela à l'occasion des Olympiades des métiers. N'oubliez pas tout à l'heure votre rendez-vous chaque jeudi avec le magazine Envoyé spécial. Tout de suite, invité spécial. Ce soir, Jean-Luc Manot et Alain Duhamel reçoivent Alain Madelin.